Code noir, les marrons de Kourou, épisode 1. Cric, crac, monsieur Cric, monsieur Crac. L'histoire que je vais vous raconter se déroule en Guyane, une terre d'Amérique dont on dit qu'elle a été découverte par Christophe Colomb. Enfin, découverte, c'est un bien grand mot, comme si personne n'habitait déjà cet endroit. Ça n'a pas empêché Colomb de la décrire comme un véritable jardin d'Éden, cachant dans sa végétation luxuriante des montagnes d'or, offertes à ceux qui oseraient venir se servir. C'est lui qui a initié le rêve d'Eldorado qui a fasciné tant d'Européens après lui. Pourtant, Christophe Colomb n'a fait qu'observer cette terre depuis le pont de sa caravelle en 1498. Il n'a pas quitté le navire, il ne s'est jamais confronté à son fantasme. Il n'a jamais débarqué dans les mangroves de cette terre exigeante, mystérieuse et indomptable qu'on appelle aujourd'hui la Guyane. Après lui, d'autres Européens se sont succédés, poursuivant le même mirage de richesse facile. 3 siècles plus tard, sous le règne du roi Louis XV, ils ne sont encore qu'un millier de Blancs, surtout des Français, installés dans cette petite colonie. Ils ont entraîné dans leur chimère des hommes et des femmes arrachés à l'Afrique et les ont mis en esclavage. Mystifiés par leur rêve de gloire et de richesse, comme Christophe Colomb, ils ne prennent pas la peine de comprendre cette terre. C'est le cas de ces 2 Blancs qui chevauchent en direction de Kourou en ce jour de décembre 1762. Ceux-là, comme les autres, finiront tôt ou tard par payer le prix du sang. Il faut se rendre à l'évidence. L'Eldorado n'existe pas. Le sieur Condamine a descendu l'Amazone et cet éminent scientifique n'a rien trouvé. Aucun signe d'une cité en or. Il faut vous faire une raison. Mais rassurez-vous, Brinette, votre poste à Kourou vous permettra de vous enrichir. Je le pense aussi, monsieur l'intendant. Les 2 Blancs ne sont autres que le sieur Jean-Baptiste Champvallon et le sieur Jacques-Sébastien Brinette. 2 colons fraîchement débarqués, la tête encore pleine d'idées et d'ambitions. Champvallon en particulier a des plans pour cette colonie jusqu'alors négligée par la métropole. Car Champvallon n'est pas n'importe qui, c'est le nouvel intendant de Guyane, le représentant du roi de France dans la colonie. Quant à ce Brinette qui l'accompagne, c'est un immigré qui a fui le Canada français perdu aux Anglais et qui s'est installé sur une propriété de la côte, proche de la ville de Cayenne. Tous 2 forment un duo quelque peu saugrenu, en route pour la mission des pères jésuites de Kourou. Un homme les guide, un esclave mulâtre qu'ils trouvent assez dégourdi. Comment t'appelles-tu ? Benjamin, monsieur. Sommes-nous bientôt arrivés, Benjamin ? Je commence à avoir sérieusement mal à l'arrière-train. Ah, ça dépend, monsieur. Il nous reste encore 1 heure de trajet, avec en plus la traversée du fleuve Kourou en pirogue. Mais cela pourra vous apporter du répit à votre postérieur. Ah, tu as de l'esprit. J'aime ça. Il parle bien pour un nègre. Il est métis. Normalement, on les a franchis. Celui-là n'a pas de chance. Il doit y avoir une histoire derrière cela. Peut-être est-il le fils d'un jésuite qui aurait engrossé une de ses esclaves. Possible. On en entend de belles sur ces religieux. À leur propos, je ne suis plus surpris de rien. Tu es le fils d'un jésuite? Non, monsieur. À ce qu'on m'a dit, j'ai été abandonné à la mission et les pères m'ont recueilli. Ah oui, c'est ce qu'on t'a dit. Les 2 Blancs ne semblent pas porter les jésuites dans leur cœur. Cela fait 40 ans que ces maudits religieux font la pluie et le beau temps en Guyane. Ils possèdent les plus grandes habitations qui servent à financer leur mission. Ils établissent des communautés à proximité des territoires amérindiens pour les évangéliser. Ils les attirent en leur offrant des outils en fer, des images pieuses, mais aussi de l'alcool. Et ainsi, ils espèrent leur inculquer les valeurs chrétiennes. Mais comme les jésuites sont les plus gros propriétaires esclavagistes de la Guyane, vous imaginez bien que cela attise les jalousies. Même celles de l'intendant du roi. Pourtant, les jésuites ne sont pas si riches. Ici, les plantations sont petites et les terres peu fertiles. Elles rapportent moins que dans les autres colonies. Mais les jésuites ne sont pas en Guyane pour s'enrichir. Ils sont venus pour convertir. Sur la mission de Kourou, les religieux accueillent, avec l'aide de quelques esclaves, plusieurs centaines d'Indiens. Surtout des Kali'na, mais aussi quelques Koussaris.
des Maraon et des Arouas. La cohabitation se passe bien. Mais de là à dire que les Indiens deviennent de bons chrétiens... Manakouli, si tu veux te rapprocher des sacrements, il faut que tu viennes au catéchisme. Tu es baptisé, mais ce n'est pas suffisant. Tu comprends? Oui, mon père. Ton âme sera sauvée uniquement si tu progresses sur le chemin de la foi. Oui, mon père. Bon. Demain, je veux te voir à l'église. Mon père François. Mon père François. Constance, Je voulais savoir si je devais vous apporter le repas ce soir ou si vous... ce soir, nous recevons le nouvel intendant. Je dînerai avec les autres pères dans la salle de réception. Ah. D'accord. Constance, il ne faut pas venir m'interrompre comme cela, c'est inconvenant. Bien sûr. Bon. Rappelle-toi ce que je t'ai dit, Manakouli. Je compte sur toi demain à l'église. Oui, à demain, mon père. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu me regardes comme ça? T'as fait bagaille, Képé François? Quoi? Qu'est-ce que tu dis? J'ai vu comment vous parlez. Tu as couché avec ton maître. Ces choses-là se voient. Tu devrais faire attention. Non, mais non. Pas du tout. C'est un conseil pour toi, Constance. Tu t'appelles Constance, n'est-ce pas? Fais attention. Les pères n'ont pas le droit de faire comme les autres maîtres. Si vous faites prendre, il sera banni. Et toi, tu n'auras plus de protecteur. Arrête de dire n'importe quoi. Pardon. Excuse-moi. Mais retiens quand même ce que je t'ai dit. Constance est arrivée il y a quelques mois à la mission. Podjab appartenait auparavant à un maître soulard et colérique. Il avait pris pour habitude de battre sans raison ses 7 esclaves jusqu'au sang. Parmi eux, Adrien, âgé d'à peine une douzaine d'années, le fils de Constance. Heureusement, l'alcool a fini par expédier cette brute 6 pieds sous la terre sablonneuse de Sinamari. Les jésuites de Kourou, voisins de l'habitation, ont racheté les esclaves sans maître. Ils en ont envoyé 5 dans leur plantation de la montagne des Pères, de l'autre côté du fleuve, où ils ont repris un travail harassant. Constance et son fils, quant à eux, ont eu plus de chance. Ils ont été pris au service des pères de la mission. Excuse-moi pour tout à l'heure. Non, mon père. C'est de ma faute. Il faut être très prudent. Si nous sommes découverts, je serai chassé et toi tu seras vendu. Tu n'as parlé de nous deux à personne, n'est-ce pas? Non. Personne. Promis. C'est vu avec mon père François. Tu vas pouvoir rester en cuisine. Ou alors à l'hôpital. Maman, je suis grand. Je peux faire un vrai travail dans la plantation. Comme un homme. Tu es devenu fou. Je veux plus qu'on me traite comme un enfant. Je comprends, Adrien. Mais tu resteras ici. La trentaine d'esclaves au service des missionnaires de Kourou sont logés dans quelques carbets. Des abris de bois sans mur, aux toits couverts de feuilles de palmier tressées. Toute bête cassavée, toute bête cavouée. La mission est un petit village. Tout se sait, tout se voit. Comme l'arrivée de l'intendant Champvallon et son acolyte Brinette. Ce n'est pas tous les jours que l'intendant du roi fait l'honneur d'une visite. Alors il est reçu avec tous les égards. La mission est somme toute assez dépourvue de bâtiments. Nous avons ce qu'il nous faut. Non, vous avez très peu de bâtiments construits en dur. Pas de jardin entretenu. Nous estimons que les jardins décoratifs sont superflus. Et nous nous concentrons sur l'accueil des populations indiennes. Elles se contentent de dormir sous les carnets. Mais vous possédez aussi beaucoup d'esclaves. Ici et dans la plantation de la montagne des Pères. Nous sommes passés devant en venant de Cayenne. Nous essayons aussi de protéger ces pauvres esclaves. La plupart subiraient un traitement bien plus violent avec d'autres maîtres. Ouais, mais vous les faites travailler quand même. Oui, bien sûr, nous devons subvenir aux besoins de la mission. Et j'ai entendu dire que vous faisiez aussi travailler les Amérindiens. Nous ne les forçons pas. Et vous arrivez à en faire de bons chrétiens? J'en ai vu beaucoup qui se promenaient quasi nus, sans la moindre notion de décence. Ils sont très différents. Mais nous obtenons des résultats satisfaisants. Ils vont moins voir leur Puey. Nous sommes en rivalité avec les Puey. Ce sont leurs sorciers. Ils vont les voir pour se soigner, pour conjurer le mauvais sort. Mais à force de persévérance, on arrive à les en détourner. Le nombre de conversions ne fait que progresser. Encore faut-il qu'ils restent convertis.
Pour s'en assurer, rien de mieux que les habituer à nos mœurs. Nous allons poursuivre votre travail avec les Indiens, ils vont pouvoir rester. Vous allez poursuivre notre travail? Je suis désolé, mon père, vous n'avez pas été prévenu? Voilà qui est embarrassant, mais pourtant, vous savez que votre ordre a été radié du Conseil supérieur de la colonie. Pardon? Non. Non. Nous ne le savions pas. Nous prenons le contrôle de la mission, qui va devenir une ville. Vos biens, meubles et immeubles vont être saisis. Monsieur Brinette, ici présent, va récupérer vos esclaves et préparer l'installation des colons. Mais enfin, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Le roi, par la voix de son ministre, Choiseul, a décidé de créer ici la plus grande colonie de population blanche en Amérique française. Nous avons perdu le Canada aux Anglais, alors le roi veut faire de la Guyane la tête de pont de la France dans le Nouveau Monde. Nous devons préparer l'arrivée de familles entières venues d'Europe et faire construire tous les bâtiments dont nous aurons besoin. Et nous? Nous avons besoin de religieux pour les services à l'église. Et si votre hiérarchie vous le permet, en ce qui me concerne, vous pouvez rester. Haroun choc. Quel choc, mes amis. Les missionnaires jésuites ne se remettent pas de cette annonce. L'intendant et Brinette prennent congé et rejoignent leur chambre dans la maison des pères. Les servantes qui débarrassent le repas ont tout entendu et vont s'empresser de tout répéter. La nouvelle se répand dans la mission comme une descente de fourmis coupe-feuilles sur une plantation de manioc. Encore toi? Qu'est-ce que tu fais là? Tu devais pas aller à l'église comme te l'a demandé mon père François? À quoi bon? Les autres racontent que la mission va fermer. Toi, tu vas faire quoi si les pères s'en vont? Je ne sais pas. Moi non plus. Père François ne t'a pas dit ce qu'il allait faire? Où va-t-il aller? Pourquoi je le saurais? Arrête de jouer avec moi. Je sais que Toka fait bagaille Kelly. Je ne dirai rien. Je veux juste savoir ce que les pères vont faire. S'ils vont s'installer ailleurs. Tu veux les suivre? Je ne sais pas. Bien sûr que tu veux les suivre. Tu as grandi ici. Tu ne sais pas comment vivent les Kalinia de la forêt. Tu ne peux plus vivre sans les jésuites. Toi non plus, on dirait. Eh, tu peux nous laisser l'indienne? Ne me parle pas comme ça. Allez, va-t'en. Je dois parler à Constance. T'as rien à faire dans la cuisine. Fais attention à elle. On ne sait jamais ce que pensent vraiment les Kalinia. Ils peuvent être dangereux. C'est elle qui cherche à me parler. Et toi, qu'est-ce que tu veux? Un peu de galette? Non, pas ce soir. Je voulais te voir, toi. Ah. Tu as bu? Non. Non, pas beaucoup. Qu'est-ce que tu veux me dire? Je voulais te dire que, si tu veux, bientôt, je pourrais te trouver un endroit où aller. Pour éviter d'être vendu. Tu as un plan? Oui, j'ai un plan. Et qu'est-ce que c'est? Ah, je peux pas te dire. Tu as toujours un plan. On ne voit jamais rien venir. Mais cette fois, j'ai un plan. C'est du sûr. Tu verras. Tu changeras bientôt d'avis et tu voudras venir avec moi. Le lendemain, le père Sullivan, le doyen des jésuites, convoque Benjamin aux aurores. Il va devoir reprendre la route. Benjamin a toujours été un esclave à part. Un garçon sur lequel on peut compter pour porter des messages et accompagner les Blancs sur les routes. Benjamin a appris les chemins entre la mission de Kourou, la ville de Cayenne et les principales habitations de la colonie. Ce n'est pas très compliqué, tout est près de la côte. Les Blancs ne s'aventurent que rarement dans la forêt. Et ça convient bien à Benjamin, car la forêt est un endroit dangereux. Entrez. Père Sullivan, Père François. Mon cher Benjamin, l'intendant doit repartir ce matin. Tu vas les raccompagner jusqu'à Cayenne. Tu remettras cette lettre au père supérieur Aurélie pour qu'il alerte nos amis en France. Malheureusement, je pense qu'il est trop tard. Père Aurélie a déjà été renvoyé. L'intendant va revenir très bientôt avec des artisans pour commencer les travaux. Mon Dieu. Alors, tout est perdu. Que va-t-il se passer pour nous? Vous allez sûrement être revendus. Père Sullivan, je vous ai toujours servi avec sérieux. Oui. Tu sais que je t'apprécie beaucoup. Je voudrais vous poser une question. Dis-moi. Est-ce que mon père est jésuite? Non. Et qui est-il? Pourquoi tu me poses cette question maintenant? J'ai peur de l'arrivée des colons. Je veux pas de nouveaux maîtres. Vous ne pourriez pas m'affranchir?
Je te comprends tout à fait. Je vais voir ce que je peux faire. Va préparer les affaires pour le voyage de l'intendant. Bien. Merci, monsieur le maire. Nous allons pouvoir affranchir certains esclaves? Non. Père François, vous le savez, la règle reste la règle. Les taxes d'enregistrement nous coûteraient trop cher. Nous devons nous assurer que la valeur de nos biens ne soit pas bradée. Et pourquoi avoir menti à Benjamin? Ah, l'espoir fait vivre. Il va falloir prier pour nous tous. Approche, Constance. Maintenant que l'intendant est parti, au moins je suis content de pouvoir passer du temps avec toi. Moi aussi. J'en ai besoin avec tout ce qui se passe. Je savais que les jésuites avaient de nombreux ennemis, mais je découvre que nous n'avons même plus d'amis. Tous nous abandonnent. Nous allons devoir quitter la mission. Quel gâchis. Qu'allez-vous faire? Je ne sais pas. Je sais ce que tu penses. Je ne sais pas quoi te dire. Qu'est-ce que je pense? Tu te demandes ce que tu vas devenir. Je pourrais te promettre de te protéger, mais ce ne serait pas honnête de ma part. Si je suis défroqué, je perdrai tout. Je n'ai aucun bien à mon nom. La seule chose que je peux te dire, c'est que si tu restes auprès de moi, je te protégerai du mieux que je pourrai. Je ne te laisserai pas vendre à un de ces ignobles colons. Le bruit court que vous pourriez nous affranchir avant la saisie de la mission. Constance, ma douce. Je ne veux pas te mentir, c'est impossible. Je suis désolé. C'est un Benjamin préoccupé et silencieux qui mène l'intendant Champvallon et le sieur Brinette jusqu'à Cayenne. Après 3 jours à écouter les 2 maîtres pérorés, Benjamin les quitte devant la résidence de l'intendant. Après un repas de galettes de manioc, il quitte Cayenne et reprend la route, seul cette fois. Avant de traverser le fleuve et rejoindre Kourou, il en profite pour passer par l'habitation des Jésuites sur la montagne des Pères. Enfin, plus qu'une montagne, il s'agit plutôt d'une colline. Ici, la terre surélevée est moins humide que les sols du littoral et elle est plus propice à la culture du cacao et du café. La plantation n'est située qu'à 2 heures de marche de la mission. Alors personne ne remarquera son petit détour. Salut Philippe. Simon. Salut le tir au flanc. Tiens, voilà l'esclave de maison. Quel vent t'amène? Je rentre de Cayenne. Ça y est, hein. Cette fois c'est sûr, on va être vendu. On sait, on t'a pas attendu pour se préparer. Et vous allez faire ce que vous avez dit? Oui, c'est le moment d'agir, avant qu'on nous revende. Et quand est-ce que vous comptez passer à l'action? Lors de la prochaine nuit sans lune. Tu vas en être? Ah oui. Tu peux te procurer les clés du magasin? Ah oui, oui. Tu es sûr? Tu n'auras plus les prêtres pour te traiter comme un de leurs enfants gâtés, hein? Tu penses que tu pourras vivre en marronnage? Ben, j'ai pas le choix. J'ai pas envie d'être vendu à un autre maître. Hein. Là. Bien sûr, tu devrais vraiment te mettre à travailler, hein? Mais tu sais, la vie dans la forêt, c'est difficile. Faites-moi confiance. Et j'aurai les clés, hein. Je connais bien les femmes des cuisines, elles peuvent rien me refuser. Tu peux pas t'en empêcher, hein. Toujours que ton gros jol, hein. Benjamin, tu as intérêt à tenir ta promesse. Philippe n'est pas un grand gaillard, mais monsieur fort. Et dans la plantation, tout le monde l'écoute. Quand Benjamin reprend le chemin de la mission, il est inquiet. Et si Philippe avait raison? Et s'il n'était pas fait pour survivre dans la forêt hostile? C'est vrai qu'il a mené jusque-là une vie plus facile que celle de nombreux esclaves. Le père Sullivan l'a pris sous son aile et lui a toujours épargné les mauvais traitements. Il presse le pas car la nuit tombe rapidement et c'est le moment où les bruits de la forêt deviennent inquiétants. La nuit, toutes sortes d'animaux sont de sortie.
Une fois arrivé à la mission, Benjamin sort de sa cache habituelle un pot de tafia qu'il a chapardé. L'alcool de canne l'aide à dormir, à calmer ses angoisses. Il en boit souvent, peut-être trop. Après quelques rasades, assis au bord du fleuve Kourou à réfléchir à son avenir, dans le calme de la nuit, il aperçoit sur la rive un homme blanc, habillé comme à la cour du roi de France, ou en tout cas comme Benjamin s'imagine que les Blancs s'habillent à la cour du roi de France. Tricorne à plumes, chemise à jabot et bas de soie. Oui. Qu'est-ce que vous voulez, monsieur? Vous êtes perdu? Non. Je viens te parler, Benjamin. À moi? Mais moi, je vous connais pas. Moi, je te connais. Et vous êtes qui? Je suis Kulano. Je marche toujours devant toi, même si tu ne me vois pas. Attendez, qu'est-ce que vous racontez? Kulano. Vous êtes blanc. Kulano, c'est pas un nom de blanc. Je viens te prévenir. Fais attention à Iyawan. Lui marche derrière toi. Tu ne le vois pas, mais il te rattrape et viendra te murmurer à l'oreille. Tu ne devras pas l'écouter. Sinon tu risques de fâcher les tiens. Les miens? De quoi vous parlez? Les Kalinia. Mais je suis pas Kalinia, moi. Je suis métis, blanc et esclave. Il y a beaucoup de choses que tu ignores. Et puis comme ça, tout à coup, l'homme tourne les talons et repart tranquillement d'où il est venu. Benjamin reste planté sans rien dire. Il n'est pas épouvanté. Il a senti que l'homme ne lui voulait pas de mal, au contraire. Conscient qu'il ne sera plus en état ce soir de pousser sa réflexion, Benjamin décide de ranger le pot de tafia et de rejoindre les autres esclaves déjà endormis dans leur carbet. Adrien, il va falloir se préparer à suivre le père François. Il ne sera peut-être plus religieux, mais il a promis de continuer à s'occuper de nous deux. Il ne va prendre que nous deux parmi les esclaves? Je pense. Maman. Quoi? Il veut faire de toi sa putain. Qu'est-ce qui te prend de parler comme ça? Tu couches déjà avec lui, c'est ça? Ce qui se passe entre lui et moi ne regarde que nous. Adrien, comment tu me parles? Mais maman, pourquoi tu fais ça? Lui, je sais, c'est un vieux chien hypocrite, mais toi? Je cherche à faire ce qui est mieux pour nous. Un religieux avec une négresse, ça passera jamais. On va tous payer votre folie. Cric, crac. La nuit n'a pas été bonne pour Benjamin. Il allait très tiré. Pas facile de dormir après avoir rencontré un fantôme. Et puis, sa tête qu'a fait les mal. Sa tête lui fait mal ce matin, quand il arrive dans le bureau du père Sullivan. Mon père, je voulais savoir si vous aviez du nouveau pour mon affranchissement. Eh bien, j'ai écrit un courrier au père supérieur à Paris par lequel j'explique les bons services que tu nous rends depuis plus de 20 ans. Je dis aussi qu'il est temps de te rendre ta liberté et que tu es apte à vivre seul et trouver un métier utile à la colonie. Ah. Et la lettre arrivera à Paris avant la vente? Ah, il faut l'espérer. Mon père, ces derniers temps, je me suis beaucoup regardé dans les miroirs de la maison et je ne trouve pas que je sois si blanc. Enfin, je veux dire, je suis censé être à moitié blanc et je ne vois pas cette moitié blanche en moi. Le mélange des races produit des effets surprenants. Certains enfants sont très sombres, d'autres beaucoup plus clairs. Mais vous êtes sûr que mon père est blanc? On ne peut jamais être totalement sûr, mais pourquoi tu me parles de cela? Tu reviens souvent sur cette question ces temps-ci. C'est que je cherche à comprendre. Je ressens en moi comme si j'étais indien. Qui te l'a dit? Ça n'a pas d'importance. Ta mère est Kalinia. Quoi? Ton père était esclave et ta mère était Kalinia. Ils se sont rencontrés ici alors que je venais de prendre mon poste. Ta mère s'appelait Perlamo. Elle était timide, elle ne parlait pas beaucoup, venait de temps en temps à la messe,
on ne la connaissait pas bien. Et puis un jour, elle est venue avec toi dans les bras. Tu venais de naître. Elle t'a confié à nous. Parce que je pense qu'avec un enfant fils de nègre, elle aurait eu des ennuis. On t'a pris avec nous. Et elle a disparu. Elle n'est jamais revenue à la mission. On t'a gardé, mis en nourrice avec une esclave, et voilà. C'est tout ce que je peux te dire. Je ne sais pas qui est ton père, ni ce qu'est devenu ta mère. Vous m'avez menti pendant tout ce temps. Nous avons pensé que c'était mieux pour toi de te faire passer pour un métis blanc. On ne voulait pas causer de problème entre les communautés. Oui, mais en me déclarant une mère noire et esclave, vous m'avez condamné à être esclave aussi. Je connais la loi. Si vous aviez dit que ma mère était indienne et pas esclave, je serais libre. Oh, tu ne peux pas penser comme ça. Te garder comme esclave nous a permis de t'élever, de te protéger. Les Indiens n'auraient pas voulu de toi, les Blancs non plus. Nous t'avons permis de vivre. Comme un esclave. Nous n'avons pas eu le choix. Cela ne sert à rien de remuer le passé. Ce qui compte maintenant, c'est de te faire affranchir. Je vais m'en occuper. Constance se dirige vers la cuisine pour commencer la préparation du repas du soir. Au menu, viande séchée et riz, accompagnée par de l'eau saumâtre du puits à laquelle elle mélange un peu de citron pour masquer le goût. Constance. Ah, Benjamin, tu m'as fait peur. Ah ouais? Tu traînes toujours, toi. Oh, excuse-moi, je passais juste. Et tu as encore bu. Tu as de la chance que les pères t'aiment bien. File, parce que si les contremaîtres te voient, là tu vas avoir des problèmes. Mais non. Je veux juste me divertir un peu. Et toi? Ça te dirait pas de te divertir, hein? J'ai un peu de temps avant de faire quelque chose d'important. De quoi tu parles? Arrête. Quoi, c'est la nuit sans lune. Je me comprends, on pourrait se retrouver dans le magasin, t'as la clé. Qu'est-ce que tu racontes? Arrête, tu me fais pas rire. Quoi? Arrête. Je vais crier, arrête. Constance, je suis sérieux, hein? Pars, allez, va-t'en, je veux plus te voir. Donne-moi au moins la clé du magasin. Tu n'y trouveras pas de tafia. Non, je veux juste manger un petit morceau. Oh. Oui, ça te fera du bien. Tiens, prends ça. Et tu me la ramènes, hein? Tu vas voir. Je sais que tu crois que je suis un bon à rien, mais tu vas changer d'avis sur moi, Constance. Qui va là? C'est moi. Benjamin. Bien. Tu as la clé? Ouais. Ben voilà. Il sent le tafia. Qu'est-ce que tu fabriques? Il faut avoir l'esprit clair. Tu vas tous nous mettre en danger. Mais non, je vais venir et faire tout comme vous. On va voir. Il faut surtout guetter les contremaîtres. Les pères, eux, ne poseront pas de problème. Séparons-nous en deux groupes. Grâce à la clé du magasin, le groupe des femmes pourra vider les provisions et prendre les outils. Et on guettera au cas où les contremaîtres arrivent. Attendons que tout le monde soit couché et on y va. La petite quinzaine d'esclaves déterminés traverse le fleuve en pirogue et se positionne derrière les palissades de la mission. Près du magasin, ils démontent un premier rondin, puis un deuxième pour créer un passage. Tapis dans l'ombre, ils forment deux groupes. Philippe emmène les plus gaillards qui devront tenir tête aux contremaîtres, pendant que Simon, Benjamin et quelques femmes sont en charge de vider le magasin attenant au dispensaire. C'est là que se trouvent les précieuses provisions, les outils et les médicaments pour l'hôpital. Maudit chien. Dépêche-toi. C'est bon. Le petit groupe pénètre dans le magasin et découvre des provisions de riz, de manioc et autres viandes boucanées. Mais Benjamin a l'œil attiré par des caisses ouvertes au fond de la grande pièce sans fenêtre. Les caisses contiennent des fusils, une dizaine, des balles et de la poudre. Fasciné, Benjamin en prend un en main et le charge. Tu sais utiliser ça, toi? Allez, t'as pas de temps et viens nous aider. Attends. Laisse-moi en charger quelques-uns. Ça peut servir. Benjamin a raison de préparer les fusils. Les aboiements des chiens ont fini par réveiller les contremaîtres. Ils sortent de leur hamac et se retrouvent face à face avec les esclaves rebelles armés de bâtons. Ils viennent vers nous. Ils veulent leur fusil.
Tiens, prends, il est chargé. Benjamin et ses camarades pointent leurs fusils et tirent. Plusieurs contremaîtres s'écroulent. Le bruit et les cris réveillent toute la mission. Qu'est-ce qui se passe? Ce sont des coups de feu. Nous sommes attaqués. Ce sont sûrement encore des pirates anglais. Reste ici, surtout. Ne bouge pas de la chambre. Qu'est-ce que vous faites? Arrêtez ça tout de suite. Mais enfin, quelle folie! Les prêtres ont beau s'époumoner, les esclaves, galvanisés par la déroute des contremaîtres, continuent de vider le magasin sans leur prêter attention. Ils chargent les pirogues. Seul le père Sullivan ne renonce pas. Il avance même au milieu des pillards. Simon, Philippe, arrêtez! Vous allez regretter ce que vous faites. Mon père, restez en dehors de cela. Retournez vous coucher. Pour qui te prends-tu? Écoutez ce qu'ils disent. Vous ne pouvez pas les empêcher. Ne faites pas couler plus de sang. Vous reconstituerez vos réserves. Benjamin, toi aussi, tu es avec eux? Vous ne m'avez pas laissé le choix. Tu es un imbécile! Je te pensais plus intelligent. Ne pointe pas ton arme vers moi. Comment oses-tu? Vous m'avez trahi. Je vous ai confiance, mais à cause de vous, j'ai vécu une vie d'esclave. Et vous voulez encore me trahir en me faisant croire que je vais être affranchi? Vous mentez tout le temps. Vous voulez vous assurer que je reste pour me vendre? Hein? Un guide? Un nègre à talent comme moi, c'est recherché, hein? Ça a de la valeur, n'est-ce pas? Ne dis pas de bêtises. Je fais tout ça pour ton bien. Ne pars pas, Benjamin. Tu mourras ou les soldats te prendront et ils te tailleront les oreilles. Tu ne veux pas ça, Benjamin? Non. Alors, reste avec nous. C'est dans l'ordre des choses. Vous, les esclaves, vous avez besoin constamment d'être ramenés dans les bois du Seigneur. Oui. Alors, donne-moi cette arme. Vous êtes des pêcheurs par nature. Vous n'êtes pas capable de vivre seul. Vous retourneriez à l'état sauvage. Tu le sais. Donne-moi. La balle a touché le père Sullivan en plein torse. Le sang gicle en grande rasade, au rythme du cœur qui bat ses dernières pulsations. Le père Sullivan s'éteint en quelques instants dans les bras du père François. Par cette onction sainte, que le Seigneur en sa grande bonté vous réconforte par la grâce de l'Esprit Saint. Amen. Le lendemain de l'attaque, l'ambiance est à la consternation. La mort du père Sullivan et le pillage des provisions sont un choc terrible pour les Blancs et les Amérindiens qui restent à la mission. Mais les révoltés n'ont pas emporté avec eux que des objets. Mon père François! Mon père François! Que se passe-t-il, Constance? Qu'est-ce qui t'arrive? Ils ont pris mon fils. Ils ont pris Adrien. Code Noir, Les Marrons de Kourou est une fiction de Vincent Hazard, produite par Initial Studio avec la participation de France Télévisions Outre-mer La Première. Accompagnement historique, Yannick Leroux. Montage, Johanna Lalonde. Musique, Pablo Pico. Mixage, Benjamin Alves. Production, Elisa Mignot avec Marie Agassan. Avec les voix de Lucien Jean-Baptiste, Marielle Salmier, Édouard Montout, Rick Tribord, entouré dans cet épisode de Paul Bandet, Scotty Bernard, Éric Chalier, Serge Dupire, David Mallet, Nicolas Moine et Corinne Toca-Devilliers.